Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée d'échéance mensuelle avec l'expiration de différents produits dérivés, contrats futurs sur indice tout au long de la journée, le contrat futur sur le CAC, échéance avril arrivera justement à expiration tout à l'heure à 16h, une échéance qui se déroule pour l'instant dans le calme et qui marquera un mois boursier positif d'une échéance à l'autre, et autant dire que ça n'était pas gagné puisque la dernière échéance se situait en plein stress bancaire entre les événements SVB et le rachat en urgence de Crédit Suisse par UBS. On notera d'ailleurs que depuis ce moment-là, le secteur bancaire en Europe a plutôt eu tendance à corrigé à la hausse avec une performance de 8% sur l'ensemble des dernières semaines écoulées. Pas mal de rachats de short qui ont sans doute expliqué cette situation, mais entre les bonnes tenues du luxe et des grandes valeurs du luxe, la remontée du secteur bancaire et quelques secteurs défensifs comme la santé également qui ont servi de refuge, on a vu des indices européens battre de nouveaux records récents ou historiques, en l'occurrence pour le CAC 40 qui a battu ses records encore cette semaine. Une échéance donc dans le calme avec pour l'instant des marchés qui évoluent dans des marges de fluctuation très limitées. Le CAC 40 préserve toujours le niveau des 7500 points, autour de 7530 points à mi-séance. Nous serons avec nos techniciens de marché ce soir à 17h pour débriefer justement cette journée d'échéance. Du côté des résultats d'entreprise, la journée est un peu moins chargée, fin de semaine oblige, mais on est en pleine séquence de publication de résultats. La vedette du jour à Paris et au sein du CAC s'appelle Essilor, après avoir publié une croissance organique de plus de 8,5% au premier trimestre, avec une accélération de cette croissance sur l'ensemble des marchés d'Essilor. Sur le plan géographique, Essilor qui note par ailleurs une meilleure dynamique en provenance de ces marchés émergents par rapport aux marchés plus matures. Le titre Essilor bondit de plus de 6% à mi-séance aujourd'hui. La saison des publications de résultats nous amènera à parler de la question des marges et de l'inflation. Un très bon sujet à la confluence justement de la microéconomie et de la macroéconomie. Tout le monde partage désormais le constat que la stratégie prix des entreprises a été très avantageuse pour les marges, avec des hausses de prix de vente finaux qui sont allés bien au-delà d'une simple répercussion des hausses de coûts de production ou de salaire. Situation bien sûr très favorable pour l'investisseur action. En revanche, c'est un casse-tête supplémentaire sans doute pour les banques centrales qui vont devoir prendre de nouvelles décisions d'ici une dizaine de jours avec les réunions programmées de la Fed et de la BCE début mai. Parlons justement pour commencer des décisions de banque centrale qui approchent, et c'est Gilles Mouek qui est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. On est dans le moment un peu décisif de cristallisation sans doute des prochaines décisions de la Fed et de la Banque centrale européenne. Avant d'évoquer cette partie-là, Gilles, peut-être un mot du stress bancaire qu'on a vécu il y a un peu plus d'un mois maintenant. On a un petit mois de recul sur les conséquences de cette situation de stress bancaire qui marquera sans doute la chaîne de distribution de crédit dans les prochains mois, mais qui semble quand même en dynamique s'être considérablement apaisé, ce stress bancaire, depuis quelques semaines maintenant, Gilles. Oui, et on peut le suivre presque en temps réel dans le cas américain parce que la Fed nous donne des données extraordinairement riches semaine après semaine, quasiment immédiatement. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, on a atteint un pic de stress qu'on pouvait déterminer en termes de taux de montant de refinancement auprès de la Banque centrale, en termes de stockage de cash par les banques. Mais on a atteint ce pic dans la semaine du 15 mars. Et depuis lors, les choses se sont véritablement calmées. On a beaucoup moins de mouvements brutaux sur les actifs et les passifs bancaires. Donc, sur le plan systémique, en termes de gestion en fait de la crise à court terme, effectivement, je pense qu'on tient le bon bout et on le tient depuis 2 ou 3 semaines.
Et il faut encore une fois saluer ce qu'a fait la Fed, parce qu'elle a réagi extrêmement vite, elle a réagi de manière extrêmement généreuse. Donc de ce point de vue-là, les choses sont vraiment en train de se calmer. Maintenant, si on regarde les choses sur 6 semaines, parce qu'on a maintenant 6 semaines de recul sur la crise, en termes de réduction des dépôts, de d'érosion de la base des dépôts, et là je ne parle pas simplement des petites banques, mais je parle de la totalité des banques américaines, le choc est quand même lourd. Et on s'aperçoit qu'on a déjà en fait une diminution assez forte des concours à l'économie en termes de crédit classique. On a un écart type de baisse des crédits à l'économie en l'espace d'un mois. Donc voilà, on gère la situation systémique, on gère le choc de stabilité financière. En revanche, pour moi, les conséquences macroéconomiques, elles sont à venir et elles restent, à mon avis, assez importantes. Est-ce que ça valide l'idée que la Fed pourra délivrer tranquillement, j'allais dire, une dernière hausse de taux de 25 points de base le 3 mai prochain, Gilles, sans prendre le risque de faire une erreur monumentale ? Oui, je pense que les données sont suffisamment claires pour que la Fed puisse prendre ce risque. On s'aperçoit qu'effectivement, on n'est plus dans la phase aiguë du choc. Sur les données macro, on est encore dans une croissance du PIB probablement assez correcte sur ce début d'année 2023. Les choses commencent à se dégrader. Maintenant, on est en partant d'un niveau de croissance tellement élevé qu'on a quand même pas mal de marge. Et sur l'inflation, je pense que la Fed commence à se sentir un peu mieux. On commence à voir quelques effets assez encourageants du côté des salaires. On commence à le voir aussi sur les prix de la production. Donc voilà, encore une hausse de 25 points de base, et puis ensuite on s'arrête. La vraie question à mon avis pour la Fed, ce sera de le dire ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait 25 points de base et on ne dit rien sur la suite, ou est-ce qu'on commence à préparer les esprits à une pause, et pour moi, c'est ça le vrai débat. C'est pas tellement le fait que, oui, on est extraordinairement proche du tout terminal. Du côté européen, Gilles, quand on regarde l'inflation, effectivement, le cœur de l'inflation reste chaud, trop chaud pour la Banque Centrale Européenne, mais c'est aussi une fonction d'une activité dans les services, par exemple, qui reste très dynamique et qui accélère encore. On a eu ce matin les enquêtes flash PMI qui montrent un secteur des services booming en France, en Allemagne et dans l'ensemble de l'Europe. C'est vrai, et pour la BCE, c'est vraiment un élément de confort important parce que on a échappé au pire, entre guillemets, à l'hiver. On avait très peur d'un choc énergétique qui allait se traduire par un rationnement top-down qui allait avoir un impact très, très lourd sur les données macro. Il ne s'est pas produit. Et là, effectivement, on a même plutôt l'impression d'une réaccélération dans certains secteurs, en particulier dans le secteur des services. Ce qui est quand même assez étonnant et assez difficile à comprendre parce que la machine derrière est quand même assez enrayée. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir d'achat des ménages qui souffre quand même. Donc on a un petit peu du mal à le comprendre. Et moi tout à l'heure justement, j'étais en train de faire une toute petite comparaison entre l'enquête INSEE dans les services et le PMI dans les services pour le mois d'avril. Et on a la poursuite de ce qui était apparu au mois de mars, à savoir une divergence assez forte entre l'enquête INSEE et l'enquête PMI. Étant un ancien de l'INSEE, évidemment, vous saurez vers où vont mes préférences. Mais voilà, restons quand même un tout petit peu prudents. Ça arrive d'avoir des signaux un peu divergents pendant quelques mois entre ces deux enquêtes-là. Mais là, la divergence, c'est quand même très fort. Donc, s'il n'y a pas un effet de composition quelque part, restons un peu prudents quand même. La question des marges se pose de manière centrale désormais dans la dynamique d'inflation ou l'entretien d'une inflation à un niveau élevé. Je crois que le constat est partagé par tout le monde en Europe, notamment aujourd'hui, et c'est même explicitement signalé dans les discours des banquiers centraux au plus haut niveau désormais. Gilles, cette question de l'inflation entretenue par des stratégies prix agressives, jusqu'au boutiste peut-être de certaines entreprises, parfois de manière légitime, avec une période quand même désinflationniste très longue en Europe qui a mis les marges sous pression. La volonté de reconstituer les marges est sans doute légitime pour plein d'entreprises, plein d'industries, plein de secteurs. Il ne faut pas que ça aille trop loin. Est-ce que pour une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne, cette dynamique d'inflation motivée ou tirée par les marges des entreprises, est-ce que ça appelle une réaction particulière ? Est-ce que c'est un sujet plus compliqué que la traditionnelle ou le risque traditionnel de spirale prix-salaire ?
Deux choses là-dessus. La première, sur le plan statistique, encore une fois, désolé de jouer mon grognon de service, mais en général, on sait que les marges sont entre guillemets trop importantes le jour où elles ont fini d'être trop importantes. Au sens où les informations macro sur le comportement de marge des entreprises sur les profits arrivent en général assez tard. Et effectivement, il a une contribution très forte de l'augmentation des marges d'entreprise à l'inflation en 2022, et la BCE en a parlé. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est en train de se résorber. En tout cas, les informations microéconomiques qu'on a entreprise par entreprise nous diraient que le pic des profits est probablement derrière nous. Premier point. Deuxième point, moi, je suis assez gêné par cette insistance sur cette question des marges dans la rhétorique actuelle de la BCE. Parce que, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt pour la BCE de s'appesantir sur cette question-là. Parce que, au fond, que l'inflation soit tirée par les marges ou qu'elle soit tirée par les coûts salariaux, à la fin des fins, la Banque centrale n'a qu'un seul instrument, elle n'a qu'un seul canal d'action. Le canal d'action, c'est la réduction de l'amende agrégée. Donc, pour qu'il y ait marge excessive, entre guillemets, et c'est toujours très compliqué de définir ce qu'est une marge excessive, pour qu'il y ait des marges excessives, il faut qu'en fait, en face, il y ait une demande solvable. Donc si l'inflation aujourd'hui est dominée par des comportements de marge des boîtes, la réponse normale de la BCE, ce serait de continuer à augmenter ses taux directeurs pour faire atterrir la demande globale. Et c'est la même chose côté salaire. Si l'inflation est déterminée essentiellement par le coût salarial, eh bien il revient à la BCE de faire pression sur la demande globale pour que les créations d'emplois ralentissent et pour que les salaires ralentissent. Donc j'ai du mal à comprendre en fait cette insistance sur ce thème, et je trouve que c'est même potentiellement contre-productif. Parce que si la Banque centrale aujourd'hui pose un diagnostic en disant écoutez, pour l'instant l'inflation en ce moment c'est vraiment un phénomène de marge, c'est un phénomène de profit. Le message pour les salariés, il est très simple. Si la Banque centrale me dit que l'inflation est aujourd'hui déterminée par les profits, eh bien, il est à ce moment-là normal que moi, je demande un rattrapage et que je demande une accélération de mes salaires. Et c'est ça qui peut provoquer une spirale prix-salaire. Donc, même stratégiquement, tactiquement, j'ai du mal à comprendre cette insistance de la BCE sur cette question-là. Et sur le plan macroéconomique, Gilles, vous considérez effectivement qu'avec le retour progressif de l'offre de travail, de production et le jeu normal de la concurrence, ce sujet des marges est potentiellement derrière nous? Oui, et c'est souvent le cas, les marges obéissent à des cycles, et là on a peut-être un cycle qui est plus accentué que d'habitude, mais deux choses une, soit les marges sont excessives parce qu'il y a des pratiques anticompétitives, et à ce moment-là il revient aux autorités concurrentielles d'agir. Il y a eu une très bonne série de tweets de Benoît Cœuré, qui est maintenant le patron de l'autorité de la concurrence en France, qui dit voilà, si nous nous rendons compte qu'il y a des activités anticoncurrentielles, nous agirons, mais ça n'est pas du ressort de la Banque centrale. Et c'est probablement davantage structurel que conjoncturel. On verra, on en parlera avec une vision microéconomique dans un instant. Intéressant de noter que dans un secteur où l'intensité concurrentielle est quand même historiquement élevée, l'automobile par exemple, on voit tout de suite, à partir du moment où les chaînes de valeur se détendent, on voit tout de suite le début d'une guerre des prix reprendre très vite le dessus. Gilles, question bonus autour du plafond de la dette américaine, comme tous les 2 ans, le drama se prépare d'une certaine manière. Est-ce que, alors sans aller jusqu'au scénario du défaut, évidemment, alors dont la probabilité n'est peut-être pas nulle, nous disent les instruments de marché, mais quand même, quels peuvent être les impacts, sans aller dans ce scénario extrême, quels peuvent être les impacts d'une crispation ou de la crispation habituelle qui va avoir lieu sans doute au Congrès américain sur cette question dans le contexte actuel? Je pense qu'il y a quand même un point à surveiller, c'est quelles seront les concessions que Joe Biden et les démocrates devront probablement à un moment ou à un autre amener pour obtenir une décision positive des républicains. Et si ces concessions se traduisent par un virage austéritaire un peu trop rapide de la politique budgétaire américaine, là, ça peut avoir un impact sur le cycle économique dans la seconde moitié de 2023. Quelle va être moi, je n'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'à la fin des fins, on trouvera un deal.
La question pour moi, c'est quel sera le prix à payer pour ce deal et quel peut être l'impact sur la conjoncture dans la seconde moitié de 2023. Pour moi, c'est ça la vraie question. Bon, un plafond de la dette qui est peut-être plus proche de nous que ce qu'on imagine. Les banques américaines sont en train de recalculer un peu la situation avec des collectes de taxes qui ont été plus faibles finalement, visiblement, et qui rapprochent peut-être un peu plus le plafond de la dette par rapport à ce qu'on pouvait envisager précédemment. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, qui était avec nous en visioconférence dans cette demi-heure d'émission. L'autre invité à mes côtés en plateau pour cette demi-heure d'émission, c'est Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour Édouard. Avec la vision microéconomique effectivement et la question des marges des entreprises. On est au démarrage de la saison de publication des résultats du premier trimestre. Au-delà même de ce premier trimestre, quelle est un peu la vision, la perspective que vous avez sur la dynamique de marge des entreprises, des sociétés européennes pour les prochains mois, les prochains trimestres et pour cette année 2023, Roland? Alors effectivement, c'est très très tôt pour commenter les résultats, parce que juste pour donner un ordre de grandeur, on n'a que 10% des sociétés européennes qui ont publié. Un petit peu plus aux États-Unis, on est à 20%, donc on peut commencer un petit peu à donner des conclusions. Mais effectivement, ce qui va être scruté durant cette saison de résultats, c'est le niveau de marge, parce que les marges sont à des niveaux historiques. On a atteint des niveaux historiques l'année dernière. On va se projeter sur l'année 2023 où les chaînes d'approvisionnement sont en train un petit peu de se résorber. Les problématiques qu'on a pu voir sont en train de se résorber. On a aussi, on a parlé beaucoup d'augmentation de salaire, des négociations qui ont eu lieu en 2021. Surtout en 2022, donc on va voir un petit peu comment ça va se traduire au niveau des coûts pour les entreprises. Et puis il y a la question aussi, ça joue aussi sur les marges, mais les matières premières sont bien, et en particulier l'énergie, fortement baissée sur la période récente. Donc tout ça évidemment va être très scruté par le marché. On reste quand même sur des niveaux qui sont historiquement élevés, et je pense qu'effectivement quand on regarde les indicateurs qu'on a, les analystes, le consensus anticipe qu'on va avoir quand même une sorte de normalisation à venir. Est-ce que ce serait une normalisation brutale ou relativement douce? Mais on ne va pas tenir ces niveaux de marge très très longtemps. J'ai oublié aussi le coût de financement, évidemment, qui remonte. Et ça peut avoir aussi un impact sur les résultats. C'est relativement petit, mais ça peut avoir un impact. Donc tout ça, effectivement, ça va prendre en compte. Nous, on est plutôt sur un scénario où on va avoir une normalisation graduelle des niveaux de marge, mais une top line, on va dire un chiffre d'affaires et des revenus qui vont être relativement bons. C'est-à-dire que la logique de volume, à un moment, pourrait reprendre aussi, peut-être un peu, regagner peut-être un peu en traction, en momentum, d'une certaine manière, Roland? Alors, ça a déjà été le cas avec les prix. On a discuté, effectivement. Et c'est ce qui a aussi expliqué quelque part le gain de marge qu'on a eu. Les anglo-saxons appellent ça la greedflation. Ouais. Donc on augmente les prix de manière plus forte que ce qu'on a eu sur l'augmentation des coûts. Il y a aussi, on est quand même dans une situation un petit peu particulière par rapport à l'historique, c'est qu'aujourd'hui on a une demande, une production qui reste en dessous de la demande, donc une offre qui n'arrive pas à satisfaire la demande. Exactement, et c'est vrai dans beaucoup de secteurs, l'automobile on pourra en parler, mais aussi les services, et dans les services. Dans les services. Quand vous bookez un hôtel ou vous voulez booker un avion, vous voyez très vite que c'est très vite complet et que les prix s'envolent beaucoup plus vite et sont beaucoup plus élevés que ce que vous aviez l'habitude il y a 2-3 ans. Et donc ça, on se rend compte effectivement que les entreprises ont du pricing power aujourd'hui parce qu'il y a une demande qui reste très vigoureuse et elles n'ont pas forcément encore réajusté l'offre et elles ont plutôt réajusté les prix, ce qui leur permet d'avoir un niveau de marge très, très important. Qu'est-ce qui va faire la différence là entre secteurs, entre ceux qui vont être capables de préserver peut-être un certain niveau de marge et ceux dont on va s'apercevoir assez vite finalement que l'intensité concurrentielle étant ce qu'elle est, les marges qu'on a pu avoir au titre des exercices précédents ne sont pas tenables dans le temps. Qu'est-ce qui va faire la différence là? Alors déjà, il faut avoir en tête que les entreprises qui ont du pricing power et qui ont réussi à maintenir leur niveau de marge
ont très bien fait boursièrement, la plupart. Je pense par exemple au luxe, mais pas que. On parlait aussi de tout ce qui était services, hôtels, restaurants. C'est plutôt des secteurs qui ont très bien fait depuis le début de l'année. Après, la question pour certains secteurs, c'est vrai qu'on a tendance, beaucoup d'analystes se focalisent, les investisseurs se focalisent sur la marge. C'est est-ce qu'on peut perdre quelques points de marge et rattraper sur les volumes? Parce que ça, c'est un point très important qui peut évidemment aussi pousser les résultats et à la fin les bénéfices à la hausse. L'exemple du secteur automobile, à ce titre, est toujours particulièrement intéressant. On a plusieurs minutes pour évoquer ce secteur, avec évidemment la dimension et la nouvelle frontière qu'est le véhicule électrique. L'automobile a connu une progression de ses marges comme jamais, justement, avec l'embouteillage des chaînes de production qui a permis de produire les véhicules où les marges étaient les plus importantes. Comment ce phénomène peut évoluer partant de là? Et quand on voit effectivement alors, le signal envoyé par un Tesla sur le marché américain, bien sûr, mais pour l'ensemble du monde, avec des stratégies prix déjà très agressives depuis quelques mois, qu'est-ce que ça nous dit pour notre secteur auto chez nous, en Europe, dans l'univers des actions européennes, Roland? Alors, sur Tesla, je vais pas, je ne sais pas si la nouvelle stratégie d'Elon Musk sera gagnante ou pas. En revanche, Tesla, c'est depuis très longtemps un disrupteur. Essayer effectivement de faire bouger les choses. On a vu évidemment le secteur automobile européen être très fortement chahuté avec cette annonce de baisse des prix, tout simplement parce que le marché n'aime pas quand on a une guerre des prix. Regardez le secteur des télécoms sur les dernières décennies. On a un autre exemple en tête, c'est tout ce qui est distribution agroalimentaire. On a vu là aussi des guerres de prix, etc. C'est jamais effectivement très bon pour les marges et pour les entreprises et pour leurs actions. Donc, il faudra voir évidemment si cette stratégie Tesla sera gagnante, mais clairement, ça explique la réaction du marché sur le secteur européen. Vous disiez effectivement qu'on a eu des entreprises qui ont favorisé les modèles les plus rentables. C'est normal, après tout. Hyper rationnel. Industriel. Hyper rationnel. Vous avez peu de semi-conducteurs qui arrivent d'Asie. Vous allez plutôt les mettre dans les voitures où vous allez avoir une marge plus élevée et que vous allez vendre plus cher. Donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, et c'est là où moi je reviens, tout à l'heure je commentais sur le luxe ou sur les secteurs qui ont très bien fait, l'automobile n'a pas suivi la performance boursière, n'a pas suivi l'expansion des marges qu'on a eue. L'expansion des marges, elle est incroyable par rapport à l'historique, je parle. Et la performance qui, d'habitude, suit les marges, n'a pas suivi ce mouvement et cette très bonne performance. Donc, c'est pour ça que... Le marché a toujours douté de la soutenabilité de ces marges. Le marché se dit, c'est temporaire. Donc ça, c'est déjà pour moi acté dans les prix. Et puis il suffit de regarder les valorisations. Enfin, on parle d'un secteur qui se traite 6 fois aujourd'hui en Europe. Enfin, entre 6 et 7 fois. C'est un des secteurs les moins chers et qui est complètement délaissé par le marché. Donc évidemment, il faut prendre en compte aussi, au bout d'un moment, il y a les tendances, il y a les annonces, mais il y a aussi les niveaux de valorisation. Et ça, c'est très important. Il y a eu Tesla et puis il y a eu à l'Est aussi. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits au salon de Shanghai, BYD. Donc... leader d'ailleurs, je pense, devant Tesla, peut-être au niveau mondial dans le véhicule électrique aujourd'hui, plus la batterie, c'est le modèle BYD. La citadine à 10 000 €. C'est 2 fois moins cher que la citadine électrique la moins chère du marché français aujourd'hui. Ça, non mais enfin, je sais pas quel commentaire ça appelle, mais voilà, la guerre des prix, elle va être des deux côtés. Et peut-être très violente. Non, mais là aussi, ça rappelle un petit peu quand les entreprises japonaises, il y a une trentaine d'années, venaient ou peut-être encore un peu plus même, venaient attaquer le marché européen ou américain avec des prix qui étaient cassés. Mais effectivement, il va falloir un petit peu... quelque part, on voit que la voiture électrique, c'est une nouvelle offre qui est en train d'arriver. On en parle beaucoup, mais finalement... ça représente au niveau global 10% des ventes. C'est un peu plus en Europe, c'est 25%. Et en Chine, on parlait de BYD, c'est 30% des ventes, des ventes de nouvelles voitures. Mais ça reste quand même un produit relativement nouveau. Il y a une très forte croissance, etc. Donc, je veux dire, chaque marque va devoir trouver son positionnement. Est-ce que je me mets sur du luxe? Est-ce que je me spécialise plutôt sur la logistique professionnelle, etc. Donc, chacun va réussir à trouver un petit peu son positionnement. A priori, effectivement, quand on arrive avec les prix annoncés par BYD, on a plutôt envie d'aller sur l'entrée de gamme et d'avoir des volumes très importants. Nouvelle offre
et nouvelle chaîne de valeur. Sur le plan de l'investissement, comment vous regardez le thème du véhicule électrique? Alors, effectivement, il y a les constructeurs, mais il y a toute une chaîne de valeur qui est en train de se créer également, et qui est en train de monter en puissance derrière. Et pour un investisseur, j'imagine que c'est intéressant de regarder l'ensemble de la chaîne de valeur et pas juste l'assembleur final avec toutes les fragilités qu'on peut avoir justement autour de ces constructeurs, de leur pricing power, etc. Vous avez beaucoup travaillé dessus chez Société Générale CIB. Qu'est-ce qui vous intéresse à ce stade justement dans cette chaîne de valeur du véhicule électrique? Alors, on a fait un panier qui est global. On a aujourd'hui, et je pense que le chiffre qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment toute la chaîne de valeur. Et le chiffre qui est intéressant, c'est qu'on a seulement un quart qui est constructeur automobile. Un quart du panier. Donc 75%, c'est autre chose. Mais oui, c'est ça. C'est autre chose parce que finalement, on s'est dit, est-ce que c'est BYD, est-ce que c'est Tesla, est-ce que c'est BMW qui va ressortir gagnant? Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on vende des voitures électriques. Ouais. C'est des voitures électriques, on pense vraiment et on est vraiment convaincu qu'on va avoir une forte croissance dans ces ventes-là. Donc, on allait regarder qu'est-ce qu'on a besoin. On a besoin de batteries. On en trouve beaucoup en Asie. On a besoin d'avoir les matériaux qu'on met dans la batterie. Donc, on a besoin de lithium, de cobalt, de nickel. Donc, voilà, on va aussi regarder ceux qui fabriquent ces matériaux. On va les mettre aussi dans le panier. On va aussi regarder les valeurs qui vont proposer des infrastructures. Il faut bien recharger. Donc, bornes de recharge. Voilà, toute une économie qui va se mettre en place, les bornes de recharge. Et enfin, les semi-conducteurs qui sont très importants. Tout ce qui est power semi, etc. Donc, on voit évidemment que tout un écosystème qui se met en place. Évidemment, quand on pense voiture électrique, on pense Tesla, BYD, mais on a évidemment toute une chaîne de valeur derrière, et c'est ce qu'on a vraiment envie d'avoir une exposition très forte là-dessus. Et finalement, quand on travaille comme ça, on s'aperçoit qu'en termes d'agrégé, on se retrouve avec un panier qui a une prime, une légère prime par rapport au marché mondial, et donc qui n'est pas du tout sur le niveau de valorisation qu'on peut voir sur les pure players aujourd'hui dans la voiture électrique. C'est intéressant parce que vous le dites, c'est un panier forcément global. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'acteurs en Europe pour en faire un panier européen. Il y a aussi, il y a aussi les, c'est pas grave, hein, mais... les minerais, les matériaux, les fabricants de batteries sont aujourd'hui essentiellement en Asie. La Chine, les valeurs chinoises, c'est 30% du panier, mais juste là aussi pour vous donner un chiffre, comme on travaille au niveau global, 50% des ventes de voitures électriques, c'est en Chine. Donc d'avoir 30% d'exposition... C'est cohérent. Chinois, je suis d'accord. Et à peu près un tiers encore pour le reste de l'Asie, voilà, ça fait du sens. Une des grandes inconnues, ça va être quand même aussi le modèle, vous l'avez dit, des infrastructures, des bornes de recharge, charge rapide, charge lente, des infrastructures en milieu urbain, des infrastructures sur des grandes distances, etc. De ce point de vue-là, est-ce qu'il y a des modèles déjà efficaces en termes de rentabilité qui sortent du lot, ou est-ce que c'est encore une forme de découverte pour le marché ? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est sur... Quand on regarde la technologie, on s'est posé la question aussi, on est en train de voir sur les dernières années une accélération de l'efficience sur les recharges, sur la durée de la batterie, l'utilisation de la batterie. Juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, on a un écart qui est en train de se resserrer. Ce n'était pas le cas il y a 4-5 ans. Avec une voiture électrique, aujourd'hui, en moyenne, on peut rouler 350 km sans la recharger. Une voiture à essence, encore une fois, je parle de moyenne, c'est 480. Donc, vous voyez, l'écart est en train de se resserrer. Donc, il y a évidemment des améliorations. Et les améliorations, elles vont se faire au niveau des constructeurs, des infrastructures, mais tout à l'heure, je mentionnais aussi des fabricants de batteries et des semi-conducteurs. Donc, effectivement, c'est sur toute cette chaîne de valeur qu'on va pouvoir voir, évidemment, les effets bénéfiques. Il n'y a pas que les constructeurs, effectivement, dans la chaîne de valeur électrique. Nouveaux thèmes, nouveaux sujets, évidemment, pour les investisseurs et les consommateurs. Nouvelle offre en construction autour du véhicule électrique. Merci beaucoup, Roland. Roland Caloyan, qui est à nos côtés en plateau pendant cette demi-heure d'émission, responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve tout à l'heure à 17h en direct sur Bismart.